Boris Vallaud, le chef de l'État était hier devant l'association de la presse présidentielle. On en a parlé dans la première partie de cette matinale d'info avec Hervé Favre. Il a balayé durant 2 heures de nombreux sujets. Lui qui ne voulait pas parler aux journalistes a été obligé de se plier à l'exercice. Vous trouvez ça normal ? Bon, écoutez, dans une démocratie, que le chef de l'État s'adresse aux journalistes me paraît... Là, il n'y a ni micro, ni caméra. Il n'avait pas c'est peut-être ni micro, ni caméra, faire l'exercice au fond, depuis le début du quinquennat. Mais je comprends néanmoins que la presse a entendu ce qu'il a dit. Donc, si j'en crois la lecture des journaux ce matin et l'écoute de la radio. Donc oui, ça me paraît normal. Parmi les nombreux sujets qu'a abordé le chef de l'État hier, il a affirmé qu'il n'était pas au courant des plaintes qui visaient Gérald Darmanin et Nicolas Hulot avant de les nommer. Et il a mis en garde contre la République du soupçon. Est-ce que vous approuvez cette expression ? Oui, je crois. Vous savez, on est dans un pays dans lequel il y a une justice. Je crois qu'un certain nombre des plaintes qui ont été évoquées ont été classées sans suite, sauf erreur de ma part, ou ont fait l'objet de non-lieu. Moi, pour ma part, je ne peux pas commenter plus que ça les choses. En fait, je n'en sais rien. Mais comme l'essentiel de ceux qui commentent cette actualité-là, donc je n'en dirai pas. Et on est dans la République du soupçon aujourd'hui ? On doit être, en tout cas, dans la République de l'écoute des victimes présumé et le respect de la présomption d'innocence. Voilà. Et quand on ne sait pas, eh bien, on peut se dispenser de commenter. Emmanuel Macron qui a également parlé des réformes mises en place sous son quinquennat. Il estime que les Français profiteront de la totalité de ces réformes en 2020, pas avant. Il leur demande d'être patients. Est-ce que vous n'exigez pas des résultats trop vite ? Alors, écoutez, je vais vous dire, nous, on n'exige rien. On dit simplement que quand le gouvernement, le président de la République, chacun des ministres individuellement, proclame que c'est le gouvernement du pouvoir d'achat et que la réalité, telle que la constatent aujourd'hui les Français, c'est une perte de pouvoir d'achat, eh bien, on dit juste que nous, on préfère des preuves d'amour, puisque c'est la Saint-Valentin, plutôt que des promesses d'amour. Voilà. Vous avez travaillé avec François Hollande. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'Emmanuel Macron bénéficie en partie du travail qui a été effectué pendant le quinquennat de François Hollande ? Sans aucun doute. Et au fond, ne le dit-il pas lui-même, puisqu'il dit qu'il va falloir attendre quelques années avant que le fruit de mon travail soit tangible. Sans aucun doute. Mais il y a déjà des choses tangibles de la politique faite par le gouvernement. La suppression d'un certain nombre d'emplois aidés, ça se fait ressentir très fort sur le terrain. L'augmentation de la CSG pour 8 millions de retraités, qui le voient là, très concrètement. Ça s'est traduit en actes. La suppression de l'ISF, ça a été tout de suite pour les plus riches, ils s'en aperçoivent maintenant. Donc vous savez, il y a promesse des présidents, des promesses tenues pour quelques-uns. Mais il y a aussi de nombreux salariés qui ont vu leur fiche de paye augmenter ce mois-ci. Et qui ont vu aussi l'augmentation de leur fiscalité sur le diesel, par exemple. La réalité objective, c'est qu'il y a des pertes de pouvoir d'achat. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Français qui le constatent, c'est l'INSEE qui en fait l'analyse, c'est l'OFCE qui le dit. Que dit l'OFCE ? C'est un organisme indépendant de recherche. 1,6% d'augmentation du pouvoir d'achat pour les 5% les plus riches, 0,6% de baisse du pouvoir d'achat pour les 5% les plus pauvres. Autre sujet abordé hier soir par Emmanuel Macron, le service national. Il a donné des précisions sur ce service national. Il y aura une partie obligatoire de 3 à 6 mois. Est-ce que vous y êtes favorable, vous ? Alors, ce n'est pas un mal que le président de la République mette un terme à la cacophonie gouvernementale. On ne sait pas si c'était obligatoire, facultatif. Il y a eu cacophonie, il y a eu improvisation sur ce sujet. Oui, un peu d'improvisation, oui. Mais ça arrive de temps en temps dans ce gouvernement. Alors, est-ce que j'y suis favorable ? Je dois vous dire que je m'interroge sur les objectifs. Vous savez à quel moment réémerge cette question d'un service obligatoire avec une dimension militaire ? Au moment des attentats, la réponse que l'on paraît apporter, c'est qu'il va falloir mettre les jeunes sous les drapeaux. Moi, je m'interroge. Est-ce que la jeunesse doit plus à la nation que la nation lui doit ? Alors qu'il y a 25% de chômage pour les jeunes, alors qu'il y a réchauffement climatique, alors qu'il y a une dette qui est encore importante. L'objectif est lequel ? Donner le goût de l'engagement ? Promouvoir la mixité sociale, des rencontres. Je crois que ces questions-là, en réalité, elles valent pour les jeunes, mais elles valent pour les Français à tout âge. C'est pour ça que moi, je suis assez réservé à l'idée que l'obligation de s'engager soit réservée aux jeunes. Je serais plutôt d'avis de se dire, écoutez, il y a le service militaire suisse tout au long de la vie, eh bien, ayons un service obligatoire pour les Français tout au long de la vie. Que ces 3 à 6 mois obligatoires, ils puissent être égrenés dans un engagement permanent tout au long de sa vie. Parce que l'expérience de la mixité sociale, l'expérience de la rencontre des autres, l'expérience de la diversité de ce pays, eh bien, je crois que c'est une exigence de chaque instant. Et puis, s'agissant des plus jeunes, il y a eu le retour de l'enseignement moral et civique dans le dernier quinquennat. Il y a eu aussi des parcours civiques, des parcours d'engagement qui ont été faits. Il y a le service civique qui est monté en puissance très fort. Il faut continuer. Mais indépendamment des mots qu'a dit le président, on n'en connaît pas encore les contours précis.
Liberté ? Non, vous ne pensez pas quand même que cette mesure aura un coût qui sera peut-être disproportionné par rapport aux retombées qu'elle peut avoir ? Il est vraisemblable que cela coûte extraordinairement cher. Et les retombées, il faut en préciser les objectifs. À dire vrai, je ne les connais pas aujourd'hui. Voilà. Emmanuel Macron, qui a parlé de la Syrie hier soir, il a dit que la France frappera en Syrie en cas de preuve avérée d'armes chimiques. Est-ce que vous allez le soutenir sur cette position ? Écoutez, il revient à une position constante de la France dans sa relation avec le régime syrien et avec Bachar el-Assad. Moi, j'ai continuellement dit que l'avenir de la Syrie, ce n'était pas Bachar el-Assad. Ce n'était pas un homme qui avait massacré son peuple. Ce n'est pas un homme qui utilise des armes chimiques. Donc si le président de la République est sur cette ligne, je crois que ce sera la mienne aussi. Comment vous expliquez ce changement de position de la part d'Emmanuel Macron ? Oh, écoutez, je ne sais pas s'il y a un changement. En tout cas, il y a une prise en compte de quelque chose d'extrêmement grave, si c'est avéré, qui est l'utilisation d'armes chimiques. On revient à la politique française. Le plan hôpital du Premier ministre, Édouard Philippe, qui a présenté hier donc ce plan, sa réforme du système de santé. Est-ce que ce sont de bonnes mesures que prend le gouvernement, selon vous ? Alors, de mesures, je n'en ai pas entendu. J'ai entendu l'ouverture de chantiers qui me paraissent utiles d'être investigués. On y prendra notre part. Il y a aujourd'hui une situation à l'hôpital qui est préoccupante. Les efforts qui ont été demandés au personnel hospitalier ces dernières années étaient très importants. Ne pas dépenser moins, mais dépenser mieux. C'est ça l'esprit. Et dans certaines circonstances, aussi dépenser plus. Et se préoccuper de la qualité de vie au travail des personnels hospitaliers qui impacte très directement la qualité de la prise en charge. Voilà, on a besoin d'être à l'écoute, on a besoin de se poser la question du management à l'hôpital, on a besoin de se poser la question des pratiques professionnelles aussi. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de chantiers qui sont intéressants. Je n'en connais pas les conclusions, mais c'est le principe des chantiers quand ils sont ouverts. Mais à ce propos, vous êtes député dans un département qui est l'un des plus grands de France, les Landes, ce second département en termes de superficie. Est-ce que vous savez qu'il y a un débat, c'est si on prend ou pas le bassin d'Arcachon en compte. Sinon, on est le plus grand. C'est vrai, mais enfin, bon, donc, admettons le plus grand, si vous voulez. J'en parlerai aux Arcachonnais. Mais est-ce qu'à votre avis, la priorité, c'est pas de lutter contre les déserts médicaux ? Je suis parfaitement d'accord avec vous. La ministre de la Santé a annoncé il y a quelques mois un certain nombre de mesures qui nous paraissent nécessaires, mais très largement insuffisants parce que, au fond, on les a déjà essayées. C'est pour ça que le groupe Nouvelle Gauche, notamment à travers celui qui en a été le chef de file, Guillaume Garot, a fait une proposition qui consiste à réguler la liberté d'installation. À se dire, il y a des zones sous-dotées, il y a des zones surdotées. Dans les zones surdotées, eh bien, on ne conventionne avec un médecin qui s'installe que si un médecin part. C'est la condition pour que dans les zones déficitaires, il y ait des médecins qui s'installent. Parce que vous voyez, vous parliez des Landes, nous avons peu de médecins, en particulier dans ma circonscription qui est très rurale. Et en plus de ça, ces médecins-là vont prendre leur retraite dans 5 ans en moyenne, sans être remplacés. Voilà la préoccupation. C'est pour ça qu'on a formulé cette proposition qui est très en phase avec la vie quotidienne des Français. Autre réforme engagée par l'exécutif, la réforme de la fonction publique, avec au menu notamment un plan de départ volontaire pour ceux qui le souhaitent. Est-ce que selon vous c'est la fin d'un tabou ? Est-ce qu'on va vers une privatisation de la fonction publique ? Écoutez, moi je ne cède pas aux caricatures, mais je m'interroge sur la méthode. C'est un gouvernement qui passe son temps à proclamer son amour des syndicats, son attachement au dialogue social et qui annonce au fond les conclusions d'une concertation avant même que de l'avoir conduite. Le gouvernement s'est engagé à s'interroger sur ce que sera l'État, les services publics, les missions de la puissance publique à horizon 2022. Et il à nouveau se recroqueville sur une logique très comptable qui est il va falloir supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, on va faire un plan de départ volontaire, on va prendre des contractuels. Moi, la question que je me pose, c'est quelles sont les pratiques professionnelles aujourd'hui ? Quel est l'état d'un certain nombre de services auxquels nous sommes attachés et dont nous avons tous les jours le bénéfice ? Comment ça se passe dans les EHPAD ? Ils ont fait grève. Quelle est la qualité de vie au travail ? Il y a un absentéisme qui est fort, pas pour rien. Du coup, comment sont pris en charge les résidents ? On évoquait l'hôpital tout à l'heure. On pourrait évoquer les prisons. On pourrait évoquer la situation de la police. Vous savez, c'est très désincarné quand on dit moins de fonctionnaires. Et après, on pose la question. Vous voulez qu'on ferme des écoles en milieu rural, comme c'est en train de se faire, de se préparer ? On va passer au Parti socialiste, Boris Vallaud. Le congrès approche. 4 candidats sont en lice pour le poste de premier secrétaire. Qui soutenez-vous ? Écoutez, je soutiens Olivier Faure, qui est aujourd'hui le président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, que je ne connaissais pas il y a quelques mois. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui et qui, depuis plusieurs mois maintenant, a fait la démonstration de sa capacité à rassembler, sa capacité à faire confiance, à écouter, à tisser des compromis dans la diversité de ce que nous sommes. Et je crois qu'il y a autour de lui cette diversité qui est aujourd'hui la réalité et la richesse du Parti socialiste. Mais votre département soutenait plutôt Olivier Morel.
Emmanuel Morel. Emmanuel Morel. Oui. Écoutez, je ne sais pas. Vous savez, moi, d'abord, je ne suis pas prescripteur. Je vais vous dire, je ne suis pas prescripteur de conscience. Non, mais vous le savez très bien. Vous, Bah, vous parlez avec des militants, quand même. Je parle avec des militants et regardez ceux qui soutiennent aujourd'hui Olivier Faure dans mon département. Ils sont très nombreux. Vous savez, moi... Vous les avez un peu aidés, c'est pour ça. Je ne l'ai pas aidé. Alors vraiment, non. Je vous dis, alors, la vérité, c'est que chacun, en conscience, s'est dit... Est-ce que ce congrès est un point de départ ou est un point d'arrivée? Est-ce qu'on est encore capable de surmonter ce que les militants, ce que les électeurs de gauche nous ont dit dans sa campagne? Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, vous avez été incapables de vous entendre. On a été pris entre l'intransigeance des uns et des autres. Vous savez, dans cette élection législative, tout le Parti socialiste a perdu, dans toute sa diversité. On a tout à reconstruire. Et ce que nous avons besoin de faire, c'est de réapprendre à travailler ensemble. Alors, à nous entendre. À ce propos, que pensez-vous de la scission qui apparaît au sein des jeunes socialistes entre Pro-Hamon et d'autres qui restent fidèles à la ligne du groupe dont vous êtes porte-parole? Je vais vous dire, je n'en pense rien. Voilà. Moi, je crois que quand on est jeune, on a le droit d'avoir les opinions que l'on veut, on a le droit de faire vivre le débat. On est dans une situation aujourd'hui, je le dis, où on doit être humble, on doit douter en permanence de ses certitudes, on doit chercher une voie de progrès face à ce gouvernement qui est un gouvernement libéral. Oui, non, mais je vous le dis. Peut-être, mais il y a des décisions qui existent. Stéphane Delpera, par exemple, qui était un de vos proches... et qui reste un ami. Qui reste un ami, certes, mais vient de quitter le Parti socialiste pour rejoindre Benoît Hamon. Mais moi, je ne fais pas un reproche, ni à Stéphane Delpera, ni à Benoît Hamon, de chercher une voie. Non, je ne m'en inquiète pas. Est-ce que leur voie prospérera plus que la nôtre? Mais est-ce que ça Ils ont choisi un chemin à clarifier la ligne, ça? Est-ce qu'il ne faut pas la clarifier, la ligne? La ligne, il va falloir en effet la clarifier, mais il va falloir d'abord la déterminer. Ceux qui pensent avoir raison tout seuls, sans faire ce travail intellectuel, se trompent. Moi, je dis, nous sommes au pied du mur. Ce congrès, c'est un point de départ, ça n'est pas un point d'arrivée. Je ne choisis pas une motion, une ligne aujourd'hui, si ce n'est que nous sommes dans l'opposition, si ce n'est que nous sommes ancrés à gauche, si ce n'est que nous sommes européens, mais pas non plus n'importe quelle Europe. Voilà, on est à un point de départ. Et moi, je crois qu'on a besoin de se rassembler, on a besoin de s'écouter, on a besoin de faire des compromis, on a besoin d'unité dans notre diversité. Est-ce que vous ne craignez pas quand même juste une hémorragie de membres du Parti socialiste après le congrès entre ceux qui vont choisir La République En Marche et ceux qui vont peut-être choisir d'aller vers Benoît Hamon? Je ne crains rien. Mais je crois que ce que vous dites est une possibilité, mais que ça n'est pas irrémédiable, et que c'est à nous de faire la démonstration que nous sommes capables de travailler, de nous réinventer. Et je crois que c'est la démonstration que nous faisons depuis plusieurs mois au sein du groupe Nouvelle Gauche auquel j'appartiens. Il reste une minute, Yves Arté. Il y a deux dossiers importants en Nouvelle-Aquitaine. Il est député, je rappelle, des Landes, donc de la Nouvelle-Aquitaine, la rougeole et la LGV. Mais commençons par la LGV. La LGV, le rapport Duron a pratiquement enterré la ligne à grande vitesse au sud de Bordeaux. Est-ce que vous avez une chance de la remettre à flot? Écoutez, nous avons demandé, l'ensemble des élus landais, des grands élus landais, de tous bords, avec les présidents de chambre, nous avons demandé audience à la ministre en charge des Transports pour lui dire, vous êtes en train de condamner la LGV sur l'autel des transports du quotidien. Mais sans cette LGV, il n'y a plus de sillons pour pouvoir faire mettre des TER en plus, pour pouvoir faire du fret ferroviaire. Et donc, en réalité, nous avons besoin de défendre ce dossier. Les Espagnols ont tenu leurs engagements. Il y a de l'argent européen pour faire cette ligne-là. C'est un projet qui peut être financé, mais ne condamnez pas un projet qui, en réalité, est-ce que vous seriez prêt dans ce cas, Bordeaux, est-ce que vous seriez prêt dans ce cas, vous alliez avec Geneviève Darrieussecq, qui fait partie du gouvernement mais nous avons demandé conjointement avec Geneviève Darrieussecq à être reçus par la ministre des Transports. Un mot sur la rougeole aussi qui intéresse les téléspectateurs. La rougeole, l'épidémie de rougeole a commencé exactement à Bordeaux, sur le campus de Bordeaux. Est-ce que vous pensez, selon vous, que c'est directement lié à l'abandon des vaccins? Que ce gouvernement veut rendre obligatoire. Oui, et j'ai soutenu l'idée des vaccins obligatoires. Je sais que c'est un questionnement. Et à chaque fois, on doit se poser la question de savoir quel est le risque le plus grand. Je crois que le fait que nous ayons une population qui soit sous-vaccinée par rapport à un certain nombre d'autres pays européens conduit à ce que des maladies dont on pensait qu'elles avaient disparu réapparaissent. Et là, il y a une menace pour la santé, une menace de santé publique qui est forte. Et donc, pour répondre à votre question, c'est probablement lié, mais je ne suis pas médecin.